Excusez-moi, bonjour, on fait une enquête sur les métros, vous pourriez répondre à 2-3 petites questions sur le métro? Oui. Vous le prenez régulièrement le métro? Tous les jours. Et est-ce que vous avez été victime de retard? Vous avez senti des retards? Ouais, moi je suis sur Roubaix, je prends la ligne 2 en général. Ouais. Et plusieurs fois il nous fait changer, descendre le ram et attendre les prochains à chaque fois, donc oui. ça fait perdre du temps. Oui. Et vous avez déjà été arrivé, vous êtes déjà arrivé en retard à votre travail? Ouais. Ouais, ça fait des années que je suis à Lille et qu'on voit que ça se dégrade depuis les fameux travaux censés nous changer la vie, mais pas dans le bon sens là. Et ça a impacté concrètement votre quotidien? Ah oui, bah de toute façon, là les rames elles sont bondées parce qu'elles ont été réduites de moitié et bon là c'est pas le pire, mais quand même les mois précédents c'était complètement l'enfer. De toute façon on arrivait, ça circulait pas, du coup il fallait trouver un plan B. Quand on n'a pas de voiture, bah, ça devient un peu compliqué. Donc ouais, clairement c'est un peu la loterie en ce moment quand on prend le métro, on a l'impression... Oui, c'est problématique, oui, les retards, et puis le fait que c'est bondé, puisqu'il y a moins de drames. Ouais, donc c'est handicapant au quotidien. Oui, c'est pénible. Il y a quand même beaucoup de retard, la ligne 1 elle est bloquée quasiment tous les jours. Moi c'est pas ma ligne, mais je sais que pour mes camarades c'est hyper compliqué. Rien qu'hier ou avant-hier, le métro il est resté bloqué quand même 2 heures. La semaine d'avant c'est la ligne 2 qui est restée bloquée 4h30 en plein week-end. Ah ouais, c'est handicapant au quotidien, puis surtout quand on n'est pas véhiculé, quoi. On a les bus relais, mais les bus relais ne passent pas toujours à l'heure, ils disent toutes les 10 minutes, souvent c'est plutôt toutes les demi-heures. Donc il est bien et pas forcément très top là-dessus, quoi. C'est dommage parce qu'on paye quand même un certain prix. Mais pour aller travailler, effectivement, ça pose parfois problème. On va espérer que ça va s'améliorer. Je suis optimiste. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonjour et bienvenue dans cette enquête réalisée par le Lillebertin. Vous aussi, si vous prenez le métro à Lille, vous avez sûrement galéré ces derniers mois. Rames arrêtées, trafic interrompu, panne à répétition. Les incidents se multiplient et les mécontents s'accumulent. L'été dernier, on découvrait de l'amiante. Les rames concernées avaient été retirées du réseau et vous avez peut-être vécu les pannes à répétition à la rentrée. Mais c'est une toute autre raison qui explique les incidents actuels. Dans les années 2010, la métropole lilloise voit grand pour son réseau de métro, mais rapidement, les ambitions font des déçus. Nous sommes en 2025 aujourd'hui, on n'a toujours pas de 52 mètres et le système est toujours en train d'être amélioré. Au cours de notre enquête, vous verrez que ces retards sur la ligne 1 du métro impactent aussi fortement la ligne 2, déjà surchargée, mais qui risque de l'être encore plus à la fin de l'année. En fait, il y a 38 rames de métro qui vont quitter le réseau parce qu'elles sont trop vieilles. Pourquoi autant de retard sur un projet qui devait voir le jour en 2016? Qui en est à l'origine? Quelles conséquences pour le métro et vous, les usagers? Le Lillebertin a enquêté, c'est signé Hugo Leformeron. Rembobinons un peu. L'histoire du métro lillois débute avec le développement d'une technologie novatrice made in Hauts-de-France à Cité Scientifique. Le professeur Gabilard est chargé en 1968 de concevoir un nouveau moyen de transport pour relier Lille à Villeneuve-d'Ascq. Avec l'entreprise française Matra, le VAL, véhicule automatique léger, un métro de nouvelle génération est mis au point. C'est le premier à être complètement automatique. Cette révolution dans le monde des transports en commun est fièrement présentée par le président de la République, François Mitterrand, le 25 avril 1983. Ce métro léger, entièrement automatique, roule à une vitesse qui peut atteindre 80 km/h et sans conducteur. Toutes les rames sont pilotées avec l'électronique. Les départs, les arrêts en station, l'ouverture des portes, l'intervalle entre les rames, une seule petite minute aux heures de pointe, toutes les télécommandes sont gérées dans cette salle de contrôle. Le métro lillois rayonne et s'exporte dans le monde entier. En 30 ans, la fréquentation augmente de 350%. Elle atteint plus de 100 millions de voyageurs annuels. En 2010, la métropole veut rénover son bijou technologie, augmenter le trafic et doubler la longueur des rames de 26 à 52 mètres. Aujourd'hui, les rames ont une longueur de 26 mètres, demain elles feront une longueur de 52 mètres. Ce qui implique aussi le fait d'aménager les quais de 26 à 52 mètres. Donc ces travaux sur la ligne 1 nous permettront notamment d'augmenter l'offre de l'ordre de 50%. Chouette, une augmentation de l'offre de 50%. Mais alors, quand est-ce qu'on pourra en profiter ? Au moment de la construction du métro, la métropole anticipe ce doublement et construit des quais plus longs. Malin. Les travaux à prévoir s'annoncent donc assez rapides. Le projet final doit voir le jour au moment de l'Euro 2016. L'AMEL présente les étapes de son projet. Une fois le pilote automatique au point, les quais se sont inversés en novembre dernier pour quelques rénovations.
et préparer le terrain aux tant attendus rames de 52 mètres. Pour le développement de ces nouvelles rames, cocorico, c'est le constructeur ferroviaire français Alstom qui est choisi, avec à la clé un contrat de plus de 250 millions d'euros. La firme dévoile la révolution à venir du métro lillois. Regardez comme ça donne envie. Il est dynamique, moderne, spacieux. Il offre un plus grand confort aux voyageurs, plus de luminosité et une meilleure accessibilité. La classe, non ? Le système d'information aux voyageurs est lui aussi repensé. En bref, le nouveau métro n'a plus rien à voir avec l'actuel. C'est une véritable révolution pour tous les usagers. Ces rames sont prévues pour 2016. Mais plus de 8 ans plus tard, ce sont toujours les VAL qui arrivent à quai et pas de rame flambant neuve d'Alstom dans les stations de métro. Qu'est-ce qui explique les presque 10 ans de retard ? Matteo Ferrux est le président de Mobilil, une association d'information et de défense des usagers. Il revient sur la genèse du projet. Donc l'intérêt, il est énorme parce que ça permet d'accueillir plus de voyageurs et puis ça permettait aussi de rénover un peu le système du VAL qui a maintenant un peu plus de 30 ans, qui a été lancé dans les années 80-90. C'était aussi, voilà, en fait, il y avait plein d'intérêts. Il y avait donc cet intérêt de la capacité et l'intérêt aussi de rénover le système en règle générale. Bon, aujourd'hui, on est en 2024. Il n'y a toujours pas les nouvelles rames, c'est encore les anciennes rames d'il y a 30 ans. Parce qu'Alstom traîne la patte depuis de nombreuses années. Et c'est pas, comme j'ai pu beaucoup l'entendre, à cause du matériel roulant, c'est-à-dire les nouvelles rames BOA. Elles sont d'ailleurs super jolies à voir, elles sont très spacieuses. Enfin, je pense que ça va vraiment être, une fois qu'elles seront mises en service, ça va vraiment être bien. Le gros problème de ce projet, c'est le pilote automatique qui, en fait, ne fonctionne pas, évidemment, sur les anciennes rames des années 80-90. Voilà. Ce qui bloque, c'est ce que j'appelle le choc des technologies. C'est-à-dire que le VAL, c'est une technologie analogique, ancienne, qui a été créée dans les années 80, donc c'est très ancien. Et de l'autre côté, on a un système complètement numérique. Faire fonctionner du matériel analogique sur un pilote automatique numérique, c'est beaucoup plus compliqué que de faire fonctionner du numérique sur du numérique. Voilà, parce que du numérique sur du numérique, c'est les mêmes normes, c'est les mêmes choses. Au moment de l'interview, le pilote automatique ne fonctionne pas. Est-ce que la situation aurait pu être différente avec un autre constructeur ? On a demandé à Matteo Ferrux. En fait, dans le marché public, alors Bombardier est sorti, je crois, du marché à un moment, donc il restait effectivement Alstom et Siemens. Siemens qui avait proposé une offre qui était moins chère que celle d'Alstom. Donc, dans la logique des choses, on se dit, si on veut faire des économies aussi, on prend l'offre qui est la moins chère, mais qui est aussi la plus efficace. Et dans le cas de Siemens, c'est vrai que ça aurait été mieux, à mon sens, de les prendre, vu qu'ils sont opérateurs historiques. Donc, ils savent comment fonctionne le VAL, ils ont l'expertise du VAL. Et ça a été décrié parce que, du coup, Lamel, contre toute attente, a choisi Alstom. Depuis la fin des années 1990, Matra, le constructeur du métro lillois, a été racheté par l'allemand Siemens, qui est donc désormais propriétaire de la technologie VAL. On reprend à Lille, le système d'origine c'est Siemens. Pour faire évoluer le métro, il serait donc plus simple, d'après Matteo Ferrux, de faire appel à Siemens, qui connaît le système lillois. Mais Lamel a décidé de confier la rénovation à Alstom. La justification de Lamel, c'est qu'Alstom proposait une solution innovante. Voilà, Alstom proposait une solution innovante. Bon, elle est vachement innovante cette solution, on le voit bien, hein, ça fait 10 ans, elle est super innovante, ça fonctionne pas. C'est un bordel son nom, et en plus, y a beaucoup de choses qui font que ça va pas. Il y a beaucoup d'interruptions, beaucoup d'essais, donc ça impacte aussi les usagers. Et voilà, les retards font qu'aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on promet aux gens un doublement, qui n'arrive jamais. Les gens perdent patience, parce qu'à un moment, on paye des impôts, on nous prévoit des projets, ok, c'est très bien, mais maintenant, il faut qu'on les voit, ces projets. Voilà, en fait, on a l'impression de se faire arnaquer. Donc, le mieux aurait été de choisir Siemens, effectivement. Et d'ailleurs, une autre métropole en France a doublé sa capacité en choisissant Siemens. Et cette métropole, c'est Toulouse.
Et Toulouse, depuis maintenant quelques années, elle a le 52 mètres avec les rames de Val, et ça fonctionne très bien, et ça a pris seulement 5 mois. Voilà. Donc Toulouse, 5 mois, Lille, plus de 10 ans. Voilà. Bon, je ne suis pas sûr que le calcul original de Lamel soit super bon. Mais voilà, après on nous a vendu, effectivement, des nouvelles rames. Je pense que c'est ça en fait qui a fait la bascule, c'est qu'on est les rames du Val aujourd'hui elles sont vieillissantes. On le voit, voilà, ça a pas mal de trucs. Il y a eu des réaménagements qui ont été faits en 2010 je crois, mais on voit qu'elles sont vieillissantes et aujourd'hui je pense que ce qui les a attirées le plus, c'est pas spécialement le prix ou la solution qui a été proposée, c'est plus l'innovation et le fait qu'on aura des nouvelles rames. Voilà. Mais le pilote automatique, c'est une catastrophe. Donc le matériel roulant a beau être bien, si le pilote automatique ne fonctionne pas, on ne peut pas faire fonctionner les nouvelles rames. Donc en fait, c'est un cercle vicieux infernal. Pourquoi Lamel a choisi Alstom plutôt que Siemens ? À ce moment de l'enquête, on aimerait bien interroger la métropole européenne de Lille. Seulement, avec le service presse de la métropole, le courant n'est pas forcément très bien passé. Alors, pour une interview avec le président Castellan, ce ne sera pas possible. Déjà, je peux vous répondre tout de suite là-dessus. Vous avez besoin obligatoirement d'une interview parce que en fait, tout ça, ce sont des sujets qu'on a déjà abordés par le biais de communiqués de presse. Du coup, on a toutes les infos qui sont disponibles sur notre site internet. Je vais voir ce qu'on peut faire, mais je suis pas certaine qu'on puisse donner suite à votre demande là en l'état comme ça. Allô ? Oui, bonjour madame. Je me permets de vous appeler, je fais partie du Lillebertin, un journal étudiant à l'université de Lille. Et on fait un reportage sur les métros, puis on a sollicité à plusieurs reprises la MEL pour une interview d'un représentant de la MEL, M. Castellan ou M. Le Prêtre en charge des transports. Et du coup, voilà, je voulais savoir où est-ce que ça en était, est-ce que c'était possible d'obtenir une interview ? Pour l'instant, j'ai pas de retour à vous faire. D'accord. On a fait plusieurs communiqués de presse là, depuis la mise en service du nouveau pilote automatique et globalement toutes les réponses peuvent être trouvées dans ces communiqués. Justement, pas tellement parce que nous en fait on voudrait aussi parler de la ligne 2 et puis des problèmes potentiels qu'il va y avoir à la fin de l'année et ça n'a pas tellement été communiqué par la MEL et puis il y avait aussi certaines questions sur les communiqués qui étaient assez floues et puis nous on voudrait avoir des précisions. C'est pour ça qu'on demande une interview. C'est flou, d'accord. Écoutez, je vois ce que vous pouvez faire, mais à mon avis ça va être compliqué ça. Même avec Monsieur Le Prêtre ? Je vois ce qu'il est possible de faire, on se tiendra au courant. Parfait, bon je vous rappelle prochainement alors. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Après plusieurs semaines sans réponse, on change de tactique. Sébastien Le Prêtre, vice-président de la MEL en charge des transports, se trouve être également le maire de la Madeleine. Et ça tombe bien, les vœux du maire se tiennent le 24 janvier. On s'incruste pour discuter avec lui. Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous vois aussi nombreux et que je vous accueille avec les membres du conseil municipal pour cette cérémonie des vœux 2025. Une petite rétrospective de 2024, bonne année tout le monde, et c'est à notre tour. On se faufile et le maire est d'accord pour une interview. Après avoir échangé avec les équipes de Sébastien Le Prêtre, nous convenons d'une date d'interview. Mais quelques jours avant sa tenue, on reçoit un mail et patatras. Au vu des thématiques que vous souhaitez aborder, Monsieur Le Prêtre ne donnera pas suite à votre demande d'interview et vous suggère de vous rapprocher directement d'Alstom. Sébastien Le Prêtre refuse finalement de répondre à nos questions. Décidément, la métropole n'est pas très motivée pour nous répondre. Les communiqués auxquels la MEL nous renvoie depuis nos premières sollicitations, on les a lus. Seulement, aucune trace de communiqué qui expliquerait pourquoi la MEL a choisi Alstom. Seule trace de justification, une déclaration d'Éric Quiquet, ancien vice-président chargé des transports, au moment du choix d'Alstom. Siemens était moins cher à l'achat, mais en coût d'exploitation et de maintenance, c'est l'offre d'Alstom qui était la moins élevée. En 2012, Alstom est donc désigné comme constructeur des futures rames et du nouveau pilote automatique. Dans la foulée, les travaux d'agrandissement des stations sont lancés.
Mais rapidement, Alstom fait part de difficultés à concevoir le nouveau pilote automatique. La mise en service des nouvelles rames est une première fois repoussée. Les premières rames, elles, sont produites et attendent leur mise en service. Alors que les nouveaux métros devaient être en circulation dès 2016, en 2017, toujours rien. Transpol, l'exploitant du réseau devenu Ilevia, obtiendra 10 millions d'euros en dédommagement du manque à gagner pour l'entreprise généré par le retard du projet. Ces retards ne sont que les premiers d'une longue liste qui amènera la date de déploiement des BOA, les nouvelles rames, à être repoussée à plusieurs reprises. En 2019, les nouvelles rames sont officiellement présentées par la MEL et Alstom avec une nouvelle date de mise en service. Les prochaines échéances, c'est la continuité des tests et des essais. En 2021, la livraison du pilote automatique, qui est une innovation. Certes, il y a eu beaucoup de retard. Et lorsque l'on est un groupe international comme Alstom, eh bien effectivement, il faut lever toutes ces problématiques, cette innovation liée au métro, liée au doublement des rames, 52 mètres, qui fonctionne sur un 26 mètres, etc. Eh bien voilà, c'était toute cette innovation technologique qui a pris du retard, mais nous avons maintenant un protocole d'accord. Et nous avons enfin une date de démarrage. Vous ne croyez pas si bien dire, monsieur Castelin. En 2020, la crise sanitaire ajoute du retard au retard et la mise en service est, une fois de plus, décalée. Fin 2023, la MEL attaque Alstom en justice. La métropole affirme que de nombreuses anomalies bloquantes ont été constatées lors des tests et que le retard sur le projet à prévoir sera d'au moins 10 ans. Finalement, c'est plus de 10 ans après le lancement du projet, en novembre 2024, que le pilote automatique d'Alstom est lancé. Seulement, les usagers le constatent vite, le pilote automatique a des défauts et cela cause de nombreuses interruptions et perturbations. C'est une catastrophe votre nouveau pilotage, pourquoi les essais n'ont pas duré plus longtemps? Non mais c'est de pire en pire. Mais alors, pourquoi de tels incidents? Mohamed Fari, représentant syndical de la CGT Ilevia, nous explique ce qu'il s'est passé au moment du lancement du nouveau pilote automatique. Quand on regarde la nature des pannes les plus répandues, c'était des rames qui n'étaient pas localisées à un moment. Donc il fallait identifier cette rame. Donc il fallait déjà, quand on arrête l'exploitation, c'est d'arrêter l'exploitation. Et ce qui était un peu compliqué, c'était que des rames s'arrêtaient dans le tunnel. Et il fallait rapatrier, faire sortir des gens en sécurité, les voyageurs. Parfois, il fallait que les équipes se déplacent, se mettent en situation d'accompagner les voyageurs jusqu'aux stations pour les mettre en sécurité. Donc il fallait arrêter complètement l'exploitation. Et ensuite, il fallait trouver la rame, identifier la rame, et la rapatrier jusqu'à l'atelier. Et ça, c'était sur du temps long. C'était très compliqué à faire et ça nécessite du temps assez long pour pouvoir résoudre la difficulté. Et quand elle se répète, eh ben, ça crée forcément énormément de difficultés. Et le métro, quand on est en heure de pointe, eh ben, on se retrouve avec beaucoup de voyageurs qui remontent en surface et qui attendent des bus pour pouvoir essayer d'aller à leur point de terminus. Contrairement à l'ancien système Urbanis Fluence, le pilote automatique Alstom fait communiquer les rames entre elles. Alors, lorsque la position d'une rame n'est plus identifiée, c'est tout le réseau qui se retrouve immobilisé. Ce sont ces pannes qui prennent énormément de temps car elles nécessitent pour les techniciens de retrouver la rame et de la ramener à l'atelier en conduite manuelle. Mais une autre problématique vient s'ajouter à cela, la formation du personnel. Effectivement, il y a eu beaucoup de retard sur la formation. Les agents techniques opérationnels, ce qu'on appelle chez nous les ATO, qui sont au cœur du PC métro et qui doivent aussi, eux, gérer du nouveau matériel parce qu'il a fallu reconfigurer complètement le métro, le PC métro, pardon. Et là, les salariés n'ont pas été formés tout de suite. Et même le niveau de formation, je pense qu'il n'est pas encore optimal. Et là, il y a effectivement du retard sur les formations. Et donc ces formations-là, elles ne sont pas finies encore maintenant ? Elles ne sont pas encore terminées. Alors que le pilote automatique a été mis en place ? Alors que le pilote automatique est mis en place.
Vous avez bien entendu, au moment du tournage de cette interview, en janvier 2025, le personnel du PCC, c'est-à-dire du poste de commande centralisé du métro, n'était toujours pas entièrement formé au nouveau système de pilotage automatique. Donc elles ne sont pas encore complètement terminées. Je pense qu'elles sont quand même à un niveau suffisant pour leur permettre d'intervenir. Mais je pense que vu les difficultés qu'ils rencontrent, et comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est un nouvel outil de transmission, le CBTC à niveau 5. Donc je pense qu'ils vont aussi apprendre sur le tas. Un pilote automatique qui semble avoir été déployé avant que tout le personnel soit entièrement formé, des problèmes liés à la nouveauté du système, tout cela a causé de nombreux incidents au lancement du pilote automatique. Lors des interruptions de métro suite à des pannes, c'est un service de bus relais qui remplace les métros du réseau. Seulement, ces bus relais, en plus d'être peu nombreux et souvent bondés, affectent en réalité aussi le réseau bus de la métropole. Auparavant, c'était des contrôleurs qui avaient le permis D, donc pour conduire des bus, qui allaient tout de suite dans les dépôts bus et qui allaient chercher des bus de réserve pour aller faire le plan de remplacement de métro. Et là, c'était un peu plus long, mais il n'y avait personne qui était lésé. Là, aujourd'hui, la solution qui a été retenue, elle est aussi économique. On a été déshabiller des lignes qui étaient en situation commerciale, en allant fonctionner des bus pour aller les mettre en plan de remplacement du métro. Ce qui fait que des lignes qui étaient exploitées habituellement avec une quinzaine de bus ou une vingtaine de bus ou un peu moins, se retrouvaient avec 50% de bus en moins. Donc avec des voyageurs qui avaient des bus qu'ils ne voyaient pas passer à leur arrêt et qui attendaient. Ceux qui n'ont pas d'autres moyens de transport que le bus, parce qu'il n'y a ni de métro, ni de tramway. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a des voyageurs de seconde zone dans la métropole, puisque c'est des choix techniques qui ont été retenus, validés par la MEL. Est-ce que ceux qui habitent en dehors des zones desservies par le tramway et par le métro sont des voyageurs et des habitants de seconde zone? La MEL n'a pas non plus répondu à nos questions concernant les bus relais. Pour ces semaines de galère dans le métro, à la fin de l'année 2024, la MEL a tout récemment décidé, en conseil métropolitain, la mise en place d'indemnisations pour les usagers. Les abonnés permanents 1 an et 10 mois auront le droit à 1 mois gratuit. Les abonnés mensuels, quant à eux, bénéficieront d'une réduction de la moitié du tarif sur les abonnements souscrits entre le 23 mai et le 22 juin 2025. Les étudiants et utilisateurs de titres unitaires seront donc les grands perdants de cette indemnisation puisque les avantages concernent les abonnements et s'appliquent principalement au mois de juin, période où nombre d'étudiants ont quitté la métropole. S'il n'y a pas de retard supplémentaire de la part d'Alstom, les métros BOA devraient commencer à être exploités sur le réseau au début de l'année 2026, soit 10 ans après l'échéance initiale. Mais pour les usagers du métro, les galères ne sont pas terminées. Nous avons découvert que la ligne 2 allait, elle aussi, subir des conséquences du retard de la rénovation de la ligne 1. Alors normalement, ce qui était prévu, effectivement, vu que ça devait être livré en 2016, c'est que les rames, comme ce qui est prévu aujourd'hui, de la ligne 1 soient transférées vers la ligne 2, ce qui permet de renforcer l'offre métro de la ligne 2. Puisque, techniquement, l'offre de la ligne 1, elle sera nickel. Elle devait être nickel à partir de 2016. Voilà. Là, ce qui se passe, c'est qu'on arrive dans une période charnière, puisque 38 rames de métro, et ça c'est la Voix du Nord qui l'a révélé l'an dernier dans un article, qui après a été repris assez massivement, en fait, il y a 38 rames de métro, Val 206, qui vont quitter le réseau, parce qu'elles sont trop vieilles. On vous explique. Sur le réseau lillois, il y a plusieurs générations de rames. Les Val 206 sont les premières rames. Elles ont été mises en service entre 1984 et 1989. Aujourd'hui, elles sont exclusivement sur la ligne 2. Les Val 208 sont la seconde génération de rames. Ils sont plus récents et datent de 1999. Les Val 206, les plus vieux, sont proches de l'obsolescence. Initialement, ils devaient progressivement sortir du réseau dès 2025. Ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'au moment de rénover la ligne 1, la MEL a prévu le remplacement des Val 206.
les rames de la ligne 2. Dès janvier 2016, une partie des Vals 208 de la ligne 1, remplacée par les nouvelles rames d'Alstom, devait donc basculer sur la ligne 2. Seulement, le retard du projet du côté d'Alstom a mis à mal cette stratégie de la MEL. Les premiers BOA ne seront pas en service avant début 2026, ce qui empêche le transfert des Vals 208 sur la ligne 2 dès 2025. La faute à Alstom, c'est ce que dit la MEL lorsqu'elle attaque le groupe en justice. Pour la MEL, Alstom doit payer. Le dérapage du projet menace directement la continuité du niveau du service public des transports en raison de l'obsolescence des rames Val de 26 mètres qui débutera dès août 2025. Cependant, pour Matteo Ferrux, président de l'association Mobilil, la situation actuelle est aussi liée au manque d'anticipation de la MEL. Siemens était venu à la MEL parce qu'il y a eu une commande commune de plusieurs métropoles. Il y a Rennes, Toulouse, voilà, qui recommandaient des rames. Et en fait, pour ouvrir une ligne de production, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de ligne de production de Val, forcément, vu que c'est un matériel hyper spécifique, il a fallu réouvrir, il a fallu une grosse commande. Donc, en fait, Siemens a juste demandé à la MEL, voilà, est-ce que vous êtes OK pour qu'on vous y intègre, que vous commandez des rames, comme ça, vous les recevez, et quand vous aurez justement cette obsolescence qui va arriver, en fait, il ne faudra pas s'inquiéter, parce que vous aurez déjà les rames. Parce que pour avoir une rame de Val, on est sur 3-4 ans de délai, quoi. Et la MEL, à l'époque, en 2021, dit non, on rachètera pas de rames. En clair, si la ligne 2 du métro va connaître un trafic dégradé, c'est aussi parce que la MEL n'a pas anticipé la sortie du réseau des rames obsolètes. Aujourd'hui, le carnet de commandes de Siemens pour de nouveaux Vals est plein. Si la métropole veut acquérir de nouveaux métros, elle va devoir s'armer de bien plus de patience que si elle les avait commandés lors de l'appel d'offres. Depuis le tournage de notre interview avec Matteo Ferrux, la stratégie de la MEL concernant les rames Val 206 obsolètes semble avoir changé. Désormais, la MEL a repoussé l'échéance de la sortie des rames de la ligne 2 en réduisant les fréquences pour augmenter la durée de vie des rames. C'est ce que Mediacité a révélé début 2025. Donc, le trafic sur la ligne sera dégradé. Le nombre de passages de métro va être diminué, alors que l'affluence des voyageurs ne désemplit pas sur une ligne déjà surchargée. Face à cette situation, en juin 2024, la MEL annonce racheter des rames pour la ligne 2. Mais en décembre dernier, on apprend qu'elles seront pour la ligne 1. L'échéance pour la ligne 2 est repoussée à l'été 2025. La métropole semble jouer la montre pour ne pas avoir à racheter de rames d'ici 2026. En cas de retard supplémentaire d'Alstom, ce sont les usagers qui seront les grands perdants de ce pari. Pour finir cette enquête, on aurait aimé vous dire qu'une solution a été trouvée pour régler les soucis sur la ligne 2. Malheureusement, il faut encore patienter sur les quais jusqu'à 2026. Aucune solution pour améliorer la situation d'ici là n'a pour le moment été présentée par la MEL. Ah, et au fait, la dernière concession de service public établie entre la MEL et Ilevia, l'exploitant du réseau, prévoit encore des hausses de tarifs dès cet été. En 2031, le tarif du trajet unitaire atteindra 2,20 € contre 1,80 € aujourd'hui.